Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire maconta.fr. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. Avant qu'on débute, donc un petit rappel pour nos participants, parce que vous êtes près de 100 aujourd'hui. Vous êtes tous mutés pour que vous puissiez directement poser vos questions dans le chat qui est en haut de votre navigateur Teams. Donc n'hésitez pas à poser directement vos questions à l'écrit dans le chat et on essaiera d'y répondre directement également dans le chat. Voilà, je sais que votre temps est précieux, donc on va tenter de vous proposer donc un contenu simple et dynamique d'environ 1 heure. Je vais rapidement vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Donc nous sommes avec notamment Sylvain Heurtier, qui est président et fondateur de maconta.fr. Bonjour à tous. Et il sera accompagné d'Émilie Garnier, qui est référente qualité du service technique de maconta.fr. Bonjour à tous. Et tous deux vous feront une présentation technique du logiciel de liasse fiscale. Je suis également disponible pour répondre à vos questions. Je suis Henri Gauduchot, responsable marketing de maconta.fr. Petit rappel de l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les principales fonctionnalités de notre logiciel de liasse fiscale, précisément à destination des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux entreprises individuelles relevant des bénéfices industriels et commerciaux. Ce webinaire sera découpé en 2 parties avec comme fil conducteur la présentation technique du logiciel de liasse fiscale. Voilà, donc du coup, je laisse la parole à Sylvain et Émilie pour cette présentation et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci Henri. Bonjour à tous encore une fois. On est très content de faire ce webinaire avec tous nos utilisateurs. De quoi va-t-on parler? Comme le disait Henri, on va parler de liasse fiscale, comment faire votre liasse fiscale sur maconta.fr, comment la contrôler, la compléter, la transmettre à l'administration fiscale au format EDI. EDI pour échange de données informatisées. Vous savez que maintenant, on ne fait plus de déclaration de papier. On génère un fichier qu'on va aller déposer sur les serveurs de la DGFiP. C'est obligatoire. Et ça se passe comme ça maintenant depuis quelques années. Il ne s'agit pas d'un webinaire de fiscalité proprement dite. On va vraiment parler de l'utilisation du logiciel, même si, bien sûr, compte tenu du sujet, les questions fiscales sont omniprésentes. On va parler de quelle catégorie de revenus? Eh bien, il va s'agir des BIC pour bénéfices industriels et commerciaux. Ce sont les revenus des activités commerciales, industrielles ou artisanales. Donc, les règles des BIC permettent d'expliquer comment on va calculer le bénéfice imposable, bénéfice qui sera ensuite soumis à l'impôt sur les sociétés en règle générale dans les sociétés de capitaux ou soumis à l'impôt sur le revenu dans les entreprises individuelles. Je dis en général parce qu'avec le jeu des options, des associés de sociétés peuvent être soumises à l'impôt sur le revenu. La société est transparente en quelque sorte et les entreprises individuelles peuvent opter pour l'impôt sur les sociétés. Mais en règle générale, société veut dire impôt sur les sociétés et entreprise individuelle, impôt sur le revenu. Pour les SCI qui ont opté pour l'impôt sur les sociétés, ce sont les règles des BIC qui s'appliquent, donc c'est le bon webinaire. Mais le régime de droit commun des SCI, c'est que les associés personnes physiques sont soumis à l'impôt sur le revenu et pour cette catégorie de SCI, on fera un webinaire au mois d'avril pour ce cas particulier. Dans la catégorie des entreprises qui relèvent des BIC, il y a plusieurs régimes fiscaux, du plus simple au plus détaillé. Il y a les micros, les régimes simplifiés, le régime normal. On va se concentrer aujourd'hui sur le régime simplifié qui concerne la plus grande majorité des petites entreprises. Le régime micro, vous le connaissez un petit peu, c'est un régime forfaitaire où le bénéfice est déterminé d'après un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé, donc c'est un régime extrêmement simple. Par contre, le régime simplifié, les régimes normaux, ce sont des régimes réels d'imposition dans lesquels on va calculer exactement le bénéfice réalisé avec les produits et les charges.
Donc attention lors de votre immatriculation, choisissez le bon régime. Ce n'est pas la peine de vous mettre au régime normal si vous relevez de droit du régime simplifié. Le régime simplifié comporte déjà dans l'alias fiscal une dizaine de feuillets à remplir. Si vous passez à tort au régime normal, vous en aurez une vingtaine à remplir, donc c'est inutile. Pour comment va se passer la présentation? On va descendre ensemble les différents feuillets du régime simplifié en se concentrant avec l'aide d'Émilie sur les points de blocage, les points qui posent le plus de questions à nos utilisateurs et qu'on voit passer à l'assistance. Pour le plan, on va vous parler, avant de commencer, des nouveautés 2022, des contrôles à faire dans l'alias, et ensuite on attaquera comment créer dans le logiciel l'alias fiscal, comment remplir les différents feuillets, comment transmettre votre alias à l'administration fiscale et contrôler le compte-rendu. Un petit rappel des délais. Jusqu'au 25 mars, on est encore dans l'ancienne campagne fiscale, c'est-à-dire les bilans 2020. Le 25 mars, la transmission sera coupée. On aura 2 semaines pour mettre en ligne les nouveaux formulaires et les tester. Donc on mettra et donc à partir du 4 avril, on réouvre la transmission avec les millésimes 2022 qui doivent servir au bilan 2021. Vous aurez alors jusqu'au 18 mai pour transmettre votre alias fiscal à l'administration, sachant que avant le 18 mai, il faut penser aux dates de paiement des impôts. Notamment, vous avez le paiement du solde de l'impôt sur les sociétés pour le 16 mai et le paiement du solde de la TVA si vous êtes également au régime simplifié pour la TVA. Voilà pour le rappel de délai. Un petit focus juste sur les nouveautés de l'alias fiscal. Il y en a peu en année d'élection, il se passe en règle générale assez peu de choses en termes fiscaux. Première nouveauté, c'est l'examen de conformité fiscale. C'est une prestation facultative que vous souscrivez auprès d'un expert comptable et d'un OGA, donc facultative et payante bien sûr, qui permet de réaliser un audit fiscal de votre entreprise, de détecter les erreurs, de les corriger. Et donc cet audit fiscal, le bénéfice de ce nouveau dispositif, c'est de réduire le risque d'erreur et de réduire également, d'après les promoteurs du dispositif, le risque d'avoir un contrôle fiscal. Si néanmoins, après avoir fait un audit fiscal, on a quand même un contrôle et qu'il y a des pénalités ou des redressements, eh bien, elles sont en théorie, dans le cadre de l'examen de conformité fiscale, il est prévu qu'il n'y a aucune pénalité ou intérêt de retard. Donc, on voit apparaître dans les formulaires millésime 2022 une case à cocher pour savoir qui a réalisé cet audit fiscal. Et la deuxième grande nouveauté, c'est la baisse de l'impôt sur les sociétés. Enfin, pas vraiment une nouveauté puisque ça a commencé déjà depuis quelques années, mais le taux normal de l'IS passe à 26,5% pour les petites entreprises, sachant qu'il y a toujours pour les premiers 38 000 € de bénéfices une taxation à 15%. Voilà pour les nouveautés. Avant de vous lancer dans l'alias, dans la confection de l'alias, un petit rappel, c'est que votre comptabilité doit être à jour. Vous devez avoir passé toutes vos écritures en comptabilité avant de vous lancer dans l'édition de votre alias fiscale. Vous avez pas mal de ressources dans le menu assistance de macomptable.fr si vous avez des questions sur quelles écritures passer en fin d'année. Vous avez la FAQ 602 qui vous explique comment comptabiliser les créances et les dettes non payées au dernier jour de l'exercice si en cours d'année vous avez tenu une comptabilité de trésorerie. Vous avez la FAQ 605 qui vous explique quelles écritures de régularisation il faut passer. Les écritures de régularisation, ce sont des écritures de charges constatées d'avance, charges à payer, produits à recevoir, etc.
dont vous pouvez être dispensé si vous êtes entreprise individuelle et que vous avez opté pour le régime du super simplifié. Il y a certaines catégories de dépenses récurrentes à échéance régulière, comme les loyers ou certaines cotisations sociales, qui peuvent être, dont vous pouvez être dispensé. Donc, c'est une case à cocher sur votre déclaration et c'est expliqué dans la FAQ 605. Une des écritures d'inventaire le plus fréquentes à passer, ce sont les écritures d'amortissement. C'est expliqué dans les FAQ 500. On vous explique comment passer vos écritures d'amortissement, qui sont automatisées d'ailleurs maintenant dans le module immobilisation, et vos écritures de sortie l'IMO. La FAQ 601 vous explique comment comptabiliser l'IS. Et puis, vous avez des FAQ qui vous expliquent quel contrôle faire en fin d'année sur vos comptes. La FAQ 622 qui vous explique les contrôles à faire sur votre balance comptable de fin d'exercice. Et puis, vous avez également les FAQ 620 qui vous donnent une liste non exhaustive, mais bien utile des dépenses non déductibles en fin d'année. Voilà pour les préalables. On peut attaquer directement la création de l'alias dans macompta.fr. Et là, je vais vous partager mon écran. Alors, juste un petit moment, histoire de reprendre le partage. Est-ce qu'on voit bien mon écran, Henri? C'est bon? OK. Donc, je vais me connecter à mon dossier de démonstration. Voilà, est-ce qu'on voit bien mon écran, Henri? C'est bon? OK. Donc là, je vais peut-être agrandir un petit peu l'écran. Donc, une fois qu'on est dans le module lias fiscal, enfin dans le module de macompta.fr, on a tous les logiciels qui s'affichent. Donc ici, j'ai la comptabilité, les immobilisations et l'alias fiscal qui vont être les trois modules qui servent le plus pour faire l'alias fiscal. Donc on va aller dans le menu déclaration fiscale, lias fiscal, et donc on va créer notre déclaration. Donc là, on arrive dans un menu, on arrive dans un menu qui va permettre de choisir l'alias qu'on veut faire. Donc là, c'est important, il faut bien choisir le régime dont on répond, dont on dépend. Donc on a ici les BIC, les bénéfices agricoles, des déclarations complémentaires, les BNC. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les bénéfices industriels et commerciaux. Donc on va choisir entre le régime simplifié et le régime normal. Donc dans mon exemple, on va partir sur le régime simplifié. J'ai le choix entre impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés. On va commencer par l'alias BIC, impôt sur les sociétés. Alors je me rends compte que m'alias 2020 a disparu. Parce que j'avais demandé à Jérémy de me supprimer la 2021 pour recommencer ma démonstration à partir de 0, mais je pense qu'il a supprimé également ma liasse 2020. Si tu peux lui demander de la remettre, ça m'arrangera. Donc, on va commencer par le début et la création de m'alias. Donc, je lance le traitement et donc là, le logiciel de l'alias fiscal va aller chercher dans la comptabilité, dans les modules IMO, etc., toutes les informations qui vont permettre de nourrir ma alias fiscale. Donc, on voit apparaître en haut à gauche les différents feuillets de l'alias fiscal, feuillet identif, le feuillet 2033A qui concerne le bilan simplifié, le 2033B qui concerne l'impôt, enfin le compte de résultat et la détermination du résultat fiscal, feuillet très important, le 2033C et D qui concerne les immobilisations, les provisions, le 2033E qui concerne la valeur ajoutée, le F concerne la composition du capital social et le G concerne la liste des filiales et participations. Donc ces feuillets
2033 à 2033G sont communs, que vous soyez impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Ensuite, les feuillets suivants, 2065 bis concerne l'impôt sur les sociétés. C'est dans ce feuillet qu'on va vraiment déterminer le résultat taxable et éventuellement un bénéfice d'exploitation ou plus-value. Si on est entreprise individuelle soumise à l'impôt sur le revenu, à la place des feuillets 2065, on aura les feuillets 2031. Donc, avant de rentrer dans le détail de ces différents feuillets, pour ceux qui n'ont que l'alias fiscal chez maconta.fr, on va montrer comment importer une balance comptable pour générer l'alias. Alors, ça se passe dans le menu comptabilité, saisie, débit crédit, opérations diverses. Donc là, vous allez pouvoir vous placer dans le mois de clôture. Donc là, je suis sur un exercice ouvert le 1er janvier 2021, clôturé le 31 décembre 2021. Vous avez un bouton import de balance qui va vous permettre d'importer la balance comptable de votre logiciel de comptabilité. Le fichier doit être un fichier avec 4 colonnes, le numéro de compte, le libellé du compte, le total débit, total crédit. Alors, j'ai un exemple de fichier qu'on peut importer sur mon PC. Je vais l'ouvrir sous Excel. Et je vais modifier le partage de mon écran. Voilà, est-ce qu'on voit bien mon tableau Excel? C'est bon. Voilà une balance qui peut être importée sur ma compta. Donc, vous voyez que c'est une balance avec 4 colonnes, très simple. Si vous en avez plus, il faut garder que la colonne avec le solde. Donc, le numéro de compte, le libellé du compte, le solde de débit, le solde de crédit, sans totaux, sans sous-totaux, sans autre information. Si vous faites un sous-total pour vérifier que votre balance est bien équilibrée, il faudra le supprimer ensuite. Et donc, ce fichier-là, on peut l'importer facilement dans maconta.fr pour faire l'alias fiscal. Voilà, donc là, j'ai ma balance qui a été importée dans maconta.fr. Et donc, je vais pouvoir générer ma alias fiscale avec ces informations. Ouais, je vais remettre peut-être revenir sur maconta.fr. Je suis de retour, juste je vais vous remontrer la petite manip. Donc, import de balance, choisir un fichier, je pointe sur le fichier que j'ai sorti de mon logiciel de comptabilité, importer, et donc là je récupère ma balance comptable dans maconta.fr. Donc je vais retourner dans ma liasse et puis on va commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a dans les différents feuillets de l'alias réel simplifié. Alors bon, j'avais une balance, j'avais déjà une liasse précédente en 2020 qui a été supprimée malencontreusement, donc je ne vais pas pouvoir, ça va limiter un petit peu, certaines explications, mais on va faire avec. Donc, je vous disais qu'on avait en haut les différents feuillets, donc on peut naviguer d'un feuillet à l'autre, hein, il faut les faire dans l'ordre, enfin de gauche à droite. Il y a des incohérences qui ont été détectées lors du calcul de l'alias fiscal. On y reviendra tout à l'heure lorsqu'on va parler du 2033B, le formulaire de détermination du résultat fiscal, par exemple. Mais sachez qu'il y a au lancement de l'alias fiscal tout un tas de contrôles automatisés qui se lancent pour vérifier la cohérence de votre déclaration. Alors, le premier feuillet de l'alias fiscal, c'est le feuillet identif pour identification. C'est le feuillet qui va permettre à l'administration fiscale d'orienter votre déclaration vers le bon service des impôts. Dans ce feuillet, vous avez plusieurs champs. Vous avez tout ce qui est identification du déclarant. Donc, c'est là que va se reporter votre SIRET, numéro de SIRET. Il va falloir reporter votre numéro de SIRET va se reporter de mon compte sur maconta.fr. Vous avez le code ROF pour référence d'obligation fiscale. Ça, c'est un code qui vous est donné par votre service des impôts lorsque vous vous immatriculez
et qui permet d'indiquer quel type de déclaration vous envoyez. Le code NAF, les coordonnées de l'entreprise. Si vous faites appel à des prestataires externes pour contrôler votre déclaration, par exemple ici j'ai mis un OGA, ça peut être un expert comptable ou un conseil. Le régime fiscal se remplit automatiquement et vous avez la période d'imposition. Qui se met en fonction de votre exercice comptable. Alors, pour avoir une liasse N-1, je vais quand même créer une déclaration pour 2020, parce que sinon, ça va quand même trop limiter ma démonstration. C'est l'inconvénient des actions de dernière minute. Alors, j'en profite juste pendant que tu crées l'alias précédente. Je vois qu'on a pas mal de questions par rapport aux imports de balance. Donc, pour petite précision, l'import de balance est à faire uniquement lorsque vous arrivez sur Ma Compta, lorsque vous avez le logiciel de comptabilité et de liasse fiscale pour effectuer une reprise de comptabilité. Et le deuxième cas, ça peut être pour les utilisateurs qui ont uniquement le logiciel de liasse fiscale, où tous les ans, vous pourrez procéder à un import de balance pour que votre liasse fiscale puisse être alimentée automatiquement. Donc, ce sont dans ces deux cas de figure que vous pouvez effectuer un import de balance. Et pour ceux qui ont la comptabilité et l'alias fiscale, les reports se font automatiquement par le logiciel. Ok, merci. Merci, De Émilie. rien. Est-ce que sur le feuillet identif, on a des difficultés particulières? Donc là, j'ai créé une liasse fiscale pour 2020, histoire d'avoir la colonne N-20 dans certains tableaux. Est-ce que à l'assistance Ma Compta, vous rencontrez il y a des demandes d'utilisateurs particulières sur ce feuillet identif? Alors, il y a deux petits points de contrôle à avoir. Le premier, c'est sur le code ROF, donc la référence d'obligation fiscale, qui est un code unique qui correspond à votre régime fiscal. Donc, on le voit là dans le feuillet sur la partie droite sous le numéro de ciré. Donc, la première partie du code ROF correspond au régime fiscal. Donc là, dans cette liasse-là, le code IS pour impôt sur les sociétés et dans le cadre de l'IR, ce serait BIC. Donc ça, c'est alimenté automatiquement par le logiciel. Et à la création de votre entreprise, la numérotation va débuter à 1. Ensuite, si vous changez de forme juridique, l'administration fiscale va faire +1 et ça peut générer des incohérences et des rejets notamment de votre liasse dans la mesure où si vous avez changé de forme juridique, le code ROF va passer par exemple en 2 et donc dans ces cas-là, il faudrait le modifier manuellement. Et l'information, vous pouvez la retrouver sur les documents de création de votre dossier, de votre entreprise ou alors en contactant votre administration fiscale. La petite précision, je pense que c'est une coquille, Émilie, c'est en cas de changement de régime, Pardon, pas de de forme régime. juridique, de Pardon. régime. Hein. C'est par exemple si vous étiez micro, vous commencez votre activité en micro, vous êtes BIC1, et si vous ensuite vous passez au régime réel d'imposition, ça passera en BIC2. Hein, donc puisque si on change de forme juridique, c'est un autre dossier sur Ma Compta en fait. Hein. Donc c'est Oui, bien un merci, changement de pardon. régime. Petite précision importante. Voilà. Ensuite, on passe au 2033A. Donc le 2033A, c'est assez simple, hein, c'est le bilan. Donc là, ça se nourrit automatiquement à partir de la comptabilité macompta.fr. Alors, je suis dans quel exercice? Je suis en 2021, ok. Je pense que je n'ai pas supprimé ma liasse. Je vais la recalculer après avoir supprimé mon écriture. Non, toujours pas. Alors, je me rends compte que j'ai pas mal de choses. Je vais retourner dans la comptabilité parce que j'ai un petit peu trop d'écriture. Hein, pourtant, opérations diverses, non, ok. Non, mais je me rends compte que les montants qui figurent dans ma liasse fiscale, donc j'ai dû faire un import de balance un peu trop bas. Donc dans le 2033A, on va retrouver le bilan. Donc le bilan se calcule automatiquement à partir de la comptabilité macompta.fr. Donc là, il n'y a rien à faire de particulier, si ce n'est contrôler les montants. Hein, si vous double-cliquez sur un champ, vous avez les comptes de la balance qui composent la rubrique. Donc ça vous permet de faire un contrôle. Et deuxième chose à faire, c'est éventuellement de compléter les renvois.
de compléter les renvois. Donc certains renvois se remplissent automatiquement, comme le coût de revient des immobilisations créées ou acquises au cours de l'exercice, le prix de vente des immobilisations. Mais par exemple, les dettes à plus d'1 an, ça, l'information n'est pas dans la comptabilité. Donc ici, j'ai un total de dettes de 1 206 000. Si dans ce total, j'ai des dettes à plus d'1 an, par exemple des emprunts, il va falloir que je reprenne mes tableaux d'amortissement et que je ressaisisse ici la part à plus d'1 an des dettes. Pareil pour les immobilisations financières. Voilà pour le formulaire 2033A qui concerne l'actif et le passif. Le 2033B concerne le compte de résultat. Il se décompose en 2 parties. Vous avez une première partie qui concerne le résultat comptable et la deuxième partie qui concerne la détermination du résultat fiscal, qui est le point vraiment important de l'alias 2033. Pour la partie du résultat comptable, c'est pareil. Si votre comptabilité, si vous avez passé les écritures qu'il fallait en comptabilité, il n'y a rien de spécial à faire, hein, ça, tout se calcule tout seul. Il faut juste vérifier les montants et éventuellement compléter les renvois. Par exemple, là, j'ai un chiffre d'affaires de 158 000 euros. S'il y a une partie de ce chiffre d'affaires qui est réalisée à l'export, je peux saisir directement la partie export ou livraison intracommunautaire dans la case 217. C'est pareil pour les impôts et les charges externes. Ce sont des champs qui se remplissent automatiquement, mais vous pouvez les compléter manuellement également. Donc là, dans mon résultat, j'ai un chiffre d'affaires de 158 333 et j'arrive à un résultat positif, un bénéfice de 44 362. Et la deuxième partie du formulaire, c'est vraiment la détermination du résultat fiscal. Donc c'est le point important, c'est le point technique de la déclaration. Puisqu'il va falloir, dans cette partie du tableau, retraiter le résultat comptable pour déterminer le résultat fiscal qui servira au calcul de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Alors, dans ce tableau, il va y avoir des réintégrations de charges, c'est-à-dire qu'on va, pour certaines charges passées en comptabilité qui ne sont pas déductibles fiscalement, il va falloir les réintégrer, c'est-à-dire les ajouter au résultat fiscal. Inversement, vous pouvez avoir des produits qui ont été enregistrés dans votre chiffre d'affaires ou dans le bénéfice, mais qui ne sont pas taxables fiscalement et qu'il va falloir déduire extra-comptablement. Alors, on ne va pas faire un inventaire de tout ce qui peut être, toutes les différences qu'il peut y avoir entre le résultat comptable et le résultat fiscal. Pour vous aider, je vous le disais tout à l'heure, on a mis une FAQ avec les principales dépenses non déductibles. Ce qui est très utile aussi, c'est de regarder la notice de l'administration fiscale. Hein. Si vous téléchargez la notice du formulaire 2033 B, vous aurez une liste des dépenses non déductibles. Vous pouvez également, si vous êtes au régime normal, si vous êtes au régime simplifié, quand même télécharger la notice de l'alias fiscal réel normal qui est encore plus complète. Donc voilà, donc ce qu'il faut, c'est regarder, examiner vos dépenses, vos charges et vos produits pour voir ce qui fiscalement doit être retraité. Quelques exemples. Donc en entreprise individuelle, sur la ligne 316, il va falloir réintégrer la rémunération de l'entrepreneur individuel ou des avantages personnels. Dans certains cas, dans certaines entreprises, on comptabilise une rémunération pour l'entrepreneur individuel. Bien sûr, ce n'est pas une charge déductible pour les déterminations du bénéfice ou des avantages personnels, des loyers, tout ça, ils doivent être réintégrés. La ligne du dessous va permettre de réintégrer la quote-part de loyer ou d'amortissement des véhicules de tourisme dont le prix d'achat dépasse un certain seuil. Ces amortissements ne sont pas déductibles. Dans les impôts et taxes non déductibles, on va retrouver dans les sociétés soumises à l'IS l'impôt sur les sociétés. On va retrouver également la taxe sur les véhicules de tourisme de société. Dans les entreprises individuelles, on va retrouver la CSG non déductible,
Alors, ce qui est important pour la CSG non déductible que vous payez à l'URSSAF avec vos cotisations sociales, c'est d'utiliser les comptes, les bons comptes qu'on propose dans le plan de compte maconta.fr. Et vous avez une FAQ également concernant les cotisations sociales du dirigeant qui vous donne les comptes à utiliser pour la CSG non déductible et qui va permettre de la réintégrer automatiquement. La ligne 330, c'est la ligne d'hiver sur laquelle tout ce qui est réintégration qui n'est pas prévu sur une autre case doit être réintégré. Donc là, le logiciel a réintégré déjà des pénalités et amendes, puisque j'avais saisi en comptabilité des amendes et que les amendes ne sont pas déductibles du bénéfice. Si vous avez d'autres types de dépenses non déductibles, je ne sais pas, vous savez tout ce qui est chasse ou véhicule, comment dire, navire de plaisance ou autres dépenses à caractère somptuaire, doivent être réintégrées sur cette ligne. Donc on peut les ajouter dans ce feuillet, dans ce petit tableau, et ça vient augmenter le résultat fiscal. Côté produits non imposables, on va avoir tout un tas d'exonérations liées à des entreprises nouvelles, à des zones franches urbaines, entreprises situées dans des zones de revitalisation rurale. On va retrouver, donc qui arrive sur la ligne 342. On va retrouver aussi ligne 350, une ligne où on va retrouver les autres types de déductions. Par exemple, les aides Covid versées par le Fonds de solidarité ne rentrent pas dans le bénéfice imposable et vous pouvez les saisir sur cette ligne. Donc, par exemple, si j'ai reçu 1 500 € d'aide Covid, on va pouvoir le déduire extra comptablement. Donc tout ça va permettre de déterminer le résultat fiscal qui va servir au calcul de l'impôt sur le revenu. Donc si on est une entreprise individuelle, ce bénéfice il va venir s'ajouter aux autres revenus. Il va être déclaré dans la déclaration d'ensemble des revenus. Et puis si on est entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, avant de déterminer le bénéfice soumis à l'impôt, il y a le jeu des déficits. Donc, si vous avez des déficits antérieurs, ils vont pouvoir s'imputer sur le bénéfice courant pour réduire l'impôt. Si vous avez réalisé un déficit dans l'exercice, il va pouvoir s'imputer avec le dispositif du report en arrière sur le bénéfice de l'année précédente. Donc voilà pour cette partie détermination du bénéfice. Émilie, peut-être qu'on a des questions ou des remontées à l'assistance sur ce tableau. Alors, les plus grosses remontées qu'on a sur le 2033B, c'est vraiment lié à l'incohérence qui apparaît lorsque l'alias est à l'impôt sur les sociétés et que l'impôt sur les sociétés lui-même n'a pas été comptabilisé ou le déficit imputé. Donc, lors de la création de la première liasse, bien penser si vous aviez un déficit antérieur à le renseigner sur la ligne qu'on voit à l'écran et à imputer votre bénéfice actuel avec ce déficit en ligne 360 ou à comptabiliser l'impôt sur les sociétés si vous avez un bénéfice. Pour information, avec la mise en ligne des nouveaux millésimes qui va arriver début avril, on va intégrer un outil de calcul et de comptabilisation automatique de l'IS. Donc, vous n'aurez plus à effectuer cette opération manuellement. Alors, juste pour bien voir en quoi ça consiste d'imputer un déficit, si dans ma liasse précédente, j'avais un déficit de 50 000 € par exemple, je peux imputer ce déficit de 50 000 € sur mon bénéfice de l'exercice à concurrence de son montant. Donc, sur les 50 000 de déficit reportable, eh ben, je peux saisir 43 000 qui vient ramener à 0 ou 1, donc c'est une question d'arrondi, mon déficit, mon bénéfice, donc là j'ai plus de bénéfice pour l'année. Donc si vous changez de logiciel de liasse fiscale, surtout n'oubliez pas de reporter votre déficit, ce serait dommage de le perdre.
Donc, si je Ouais. saisis, oui, Et juste, pardon, pour précision, pour les futures liasses, le déficit qui reste sera reporté automatiquement par le logiciel. tout à fait. Voilà. Sauf que là, j'ai plus ma liasse précédente Oui. avec le déficit que j'ai saisi, donc je suis obligé de le saisir ici. Ça me permet de préciser autre chose. Je vous parlais tout à l'heure, et Émilie l'a rappelé, des incohérences. Donc, le logiciel détecte ici que j'ai du bénéfice, hein, puisque la case 2033B, la case 370 du 2033B, c'est la case qui concerne le bénéfice. Donc le logiciel me dit que j'ai du bénéfice, mais sur la case 306, qui est la case qui correspond à l'impôt sur les sociétés, je n'ai rien comptabilisé. Donc effectivement, soit je n'ai pas comptabilisé mon impôt sur les bénéfices, soit je n'ai pas imputé mon déficit, mais il faut que je fasse quelque chose. Et là, j'ai un lien vers la fac qui m'explique comment calculer l'IS. Et comme le disait Émilie, ce sera automatisé dans la version qui va être mise en ligne là le 4 avril. Alors pour l'exemple, on va pouvoir aller saisir un petit peu d'IS en comptabilité. Donc supposons que je bénéficie du taux réduit d'IS à 15% sur un bénéfice de 3 951 qui me reste après imputation de mon déficit antérieur. Je prends ma calculette. À 15%, ça fait 5 092 euros d'impôt. Donc je vais aller en comptabilité, saisir mon écriture. Donc je me place au mois de décembre, au dernier jour de l'exercice. Je vais saisir mon écriture. Le 21. Donc, le modèle vous est donné dans les facs. Donc, je vous y renvoie. Je saisis ma charge d'IS, puisque je vous rappelle que l'IS est comptabilisé dans l'année au titre de laquelle il est dû et non pas quand il est payé. Donc là, je comptabilise la totalité de mon impôt sur les bénéfices pour l'année, sachant que si j'ai payé des acomptes en cours d'année, ma dette sera réduite d'autant. Et là-dessus, tout est précisé, pardon, voilà, c'est la FAQ 601 où tout est précisé sur la gestion des acomptes et du solde à enregistrer et à payer. Okay. Donc, je comptabilise mon IS, j'ajoute la pièce. Et donc, ma comptabilité est à jour. Je peux retourner dans ma liasse fiscale. Et bien sûr, très important, je pense à recalculer ma liasse fiscale. Et ça fait disparaître l'anomalie puisque j'ai bien mon IS. Donc surtout, si vous passez des écritures complémentaires, n'oubliez pas, lorsque vous retournez dans votre liasse fiscale, à recalculer votre liasse. Ça n'effacera pas ce que vous avez saisi en termes de renvoi, ça va effacer juste les champs calculés et ça évite d'avoir une différence entre le résultat comptable dans votre comptabilité et dans la liasse fiscale. Voilà pour le 2033B, on va passer au 2033C. Donc, dans ce formulaire 2033C, on a un tableau de variation des immobilisations et des amortissements. Donc, pour rappel, les immobilisations, ce sont les biens que vous achetez, des biens durables qui vont servir plus d'une année à l'activité de l'entreprise. Ce tableau se remplit automatiquement à partir de la comptabilité. La valeur brute reprend les immobilisations de l'année précédente, de votre liasse fiscale précédente. La valeur brute en fin d'exercice reprend les montants, les soldes de la balance comptable. Et par différence, les montants vont venir dans la colonne augmentation ou diminution. Donc, les augmentations, ça correspond aux acquisitions d'immobilisation de l'exercice, pour lesquelles vous devez, si vous avez le module immobilisation, créer une fiche IMO pour calculer les amortissements correspondants. Les diminutions correspondent aux cessions d'immobilisation, donc pour lesquelles il faut annuler le prix d'achat et les amortissements comptabilisés pour cette immobilisation. Écriture qui va être, je pense, prochainement automatisée. C'est pareil pour les amortissements. On a les amortissements qui sont repris de la liasse précédente. On a les dotations de l'exercice qui sont calculées par différence entre les amortissements en fin d'année et en début d'année.
Alors pour certaines lignes, si pour une même catégorie d'immobilisation, on a une dotation, une cession et des dotations pour le même exercice, il va falloir ventiler ce montant entre le plus et le moins en allant regarder les montants de dotation dans le module immobilisation. La troisième partie de ce formulaire 2033C concerne les plus ou moins values. Donc il s'agit des immobilisations que vous avez cédées ou mises au rebut au cours de l'exercice. Le logiciel va reprendre automatiquement du module liasse fiscale les immobilisations cédées. Alors on peut aller faire un petit tour pour vous montrer à quoi ça ressemble dans le module immobilisation. Donc là, j'ai mes fiches immobilisation avec le prix d'achat, les amortissements antérieurs, les amortissements de l'exercice et la valeur comptable en fin d'exercice. Et je vois que ici, pour un véhicule, j'ai saisi une sortie. Donc automatiquement, à partir du moment où j'ai saisi une sortie dans le module immobilisation, le prix d'achat va être repris dans la liasse fiscale ainsi que le cumul des amortissements. Et le logiciel, dans la version qu'on va mettre en ligne dans les jours qui viennent, va permettre de comptabiliser automatiquement cette écriture de sortie. Et donc là, par exemple, pour le matériel de transport, j'avais un total de dotation de 8 579 pour l'exercice. Si je retourne dans ma liasse fiscale 2021, dans le tableau 2033C, pour séparer les plus et les moins concernant cette ligne, je peux saisir les 8 579 et par définition, les amortissements antérieurs viennent remplir la case suivante. Dans le tableau des plus-values, j'ai repris mon prix d'achat, mes amortissements, ce qui permet de déterminer la valeur résiduelle, la valeur comptable du bien. Le prix de cession est repris également de la fiche immobilisation et j'ai une plus ou moins value qui est déterminée par différence entre le prix d'achat et le prix de, entre la valeur comptable et le prix de cession. Plus-value qui reste dans les sociétés soumises à l'IS à court terme. Hein. Le régime des plus ou moins values à long terme pour les sociétés soumises à l'IS n'existe quasiment plus. Ça ne concerne plus que les titres de participation. Mais si vous êtes en entreprise individuelle, une plus-value à long terme, en la renseignant ici, permet de déduire du résultat fiscal courant les opérations à long terme avec une taxation à un taux réduit de 12,8%. Émilie, je te passe la parole pour voir si on a des éléments de complément concernant ce tableau de 2033C chez nos utilisateurs. Alors, dans ce tableau, le premier point, c'est pour la création de votre première liasse fiscale. Comme le logiciel n'a pas de point de départ, il va renseigner tous les montants d'immobilisation dans la colonne augmentation, puisqu'il n'aura pas de valeur brute de départ parce que cette colonne se base sur la liasse précédente. Donc, pour la création de la première liasse fiscale, il va falloir que vous renseigniez manuellement les valeurs brutes au début de l'exercice. Le deuxième point de contrôle à avoir, c'est dans le tableau des plus ou moins values. Si tu peux descendre un petit peu, Sylvain. Oui. Donc là, l'alias reprend automatiquement les sorties qui sont issues du logiciel immobilisation et fait un contrôle entre le logiciel immobilisation et la comptabilité. Donc si vous avez renseigné une sortie d'immobilisation dans le logiciel immobilisation et n'avez pas comptabilisé l'opération comptable, le logiciel va remonter une incohérence. Et inversement, si vous comptabilisez l'opération comptable et pas la sortie dans la fiche, il va vous ressortir une incohérence. Donc il faut bien qu'il y ait les deux éléments de renseigner dans le logiciel immobilisation et dans la comptabilité pour que la cohérence soit complète. Et donc bien créer vos fiches d'immobilisation pour qu'il y ait bien le détail qui soit repris automatiquement. Ok, merci Émilie pour ces compléments. On va passer au 2033D. Rapidement, alors le 2033D, vous avez plusieurs tableaux dans ce formulaire. Le premier concerne les provisions réglementées pour risques et charges ou provisions pour dépréciation.
Notamment, vous allez trouver ici les provisions pour dépréciation sur les comptes clients ou sur les stocks. Le tableau fonctionne de la même manière que le tableau de variation des amortissements. On va retrouver la première colonne qui reprend la liasse précédente, la dernière qui reprend la balance comptable le jour de clôture, et par différence, les montants se mettent en augmentation ou diminution. Je ne parle pas des amortissements dérogatoires qui sont des amortissements fiscaux et qu'on rencontre très peu sur nos dossiers. On va parler des déficits reportables. C'est important donc ce tableau se met à jour automatiquement en fonction des déficits que vous avez imputés sur le bénéfice de l'exercice. Donc par exemple, si je vais dans le 2033B, j'avais un bénéfice de 10 000 euros, j'avais un déficit de 10 000 euros que j'ai imputé sur le bénéfice de cette année. Donc dans mon tableau 2033D, mon déficit est entièrement imputé et disparaît. Par contre, si j'avais fait un déficit au cours de l'année, il serait reporté dans la ligne 870. Alors ce tableau concerne uniquement les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, puisque dans les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, le déficit est imputé sur le revenu global au niveau de la déclaration d'ensemble des revenus et n'est plus reporté l'année suivante dans l'alias fiscal. Dernière partie du tableau, c'est les renseignements divers dans lesquels vont se reporter en entreprise individuelle les cotisations obligatoires ou facultatives, cotisations sociales du dirigeant, obligatoire ou facultatif. Donc là encore, si vous avez utilisé les comptes qui sont proposés dans les FAQ, ces rubriques vont se nourrir automatiquement. Il faut les contrôler. Et c'est important puisque c'est ces montants de déclaration, ces montants de cotisation sociale obligatoires ou facultatifs qui vont être reportés dans votre déclaration d'ensemble des revenus et qui serviront au calcul de vos déclarations, de vos cotisations sociales pour l'année suivante. Se reportent également ici les montants de TVA déductibles et collectés sur autres biens et services dans l'exercice. Un petit complément, Émilie, sur celui-là? Un tout petit. Donc pour précision, la cellule 982 qui concerne le déficit, certains utilisateurs voudraient la remplir manuellement. C'est repris automatiquement d'après la cellule qui est remplie dans le 2033B. Donc lorsque vous remplissez manuellement le 2033B, cette cellule 982 est remplie automatiquement. Et concernant les montants qui sont en pied de page, vérifiez bien les montants qui sont renseignés donc, au niveau de la TVA déductible et collectée. Il peut arriver qu'il faille faire des modifications manuelles sur le montant qui est affiché. Dans quel cas on doit faire des modifications? Par exemple, si un utilisateur a oublié de comptabiliser l'écriture de liquidation de TVA de l'exercice précédent, comme le montant doit concorder avec l'année en cours, il peut falloir modifier manuellement ce montant. D'accord, ok. Je passe au suivant, le 2033E, qui concerne la détermination des effectifs et de la valeur ajoutée. Ce formulaire n'apparaît que si votre chiffre d'affaires dépasse 152 500 €, puisque en dessous de ces seuils, vous n'êtes pas soumis à la CVAE. Donc s'il s'affiche, il faut renseigner l'effectif. Renseigner l'effectif et contrôler les montants de calcul de la valeur ajoutée. N'hésitez pas à consulter la notice, puisque en fait, entre la comptabilité, les montants au prix de la comptabilité et puis ce qui est imposable pour la CVAE, on peut avoir des différences, notamment sur les plus-values. Si vous dépassez les seuils, que vous êtes soumis à la CVAE, mais que vous êtes mono-établissement, la case en cochant, je pense que la case est cochée par défaut lorsque vous générez le formulaire. Si vous êtes multi-établissement, il faut la décocher et vous aurez à faire une déclaration spéciale, on le verra plus tard, concernant la valeur ajoutée. Voilà. Donc, mono-établissement, case cochée, vous n'avez rien d'autre à faire pour déclarer la CVAE. Si vous êtes multi-établissement, vous décochez la case et vous allez générer une CVAE. Vous allez générer une déclaration spécifique pour la CVAE. Est-ce que c'est ça, Émilie?
Oui, c'est ça, tout à fait. C'est le petit point de contrôle à avoir, avec aussi l'effectif qui est à renseigner manuellement au sens de la CVAE. Mais cette case est vraiment importante puisqu'il y a une dispense du feuillet à faire. Et également, pour précision, si vous avez un exercice comptable qui est différent de 12 mois, le logiciel proratise automatiquement votre chiffre d'affaires. Donc, si vous ne dépassez pas le seuil, il ne faudra pas envoyer le feuillet et donc vous pourrez le décocher dans les annexes. Sylvain vous montrera après. Alors, il faut qu'on accélère parce que je me rends compte qu'il ne nous reste plus de temps, plus beaucoup de temps. Bon, après, ça va aller un petit peu plus vite sur les feuillets 2033F. Donc, le 2033F, c'est la composition du capital social. Malheureusement, comme j'ai plus ma liasse précédente qui avait été remplie, ça a disparu. Mais bon, la répartition du capital, vous le remplissez une fois pour toutes et ça se reporte d'année en année dans les liasses fiscales suivantes. Donc ici, capital détenu par une personne physique, il faut indiquer l'état civil de votre associé, son adresse et le pourcentage du capital qu'il détient, et le nombre d'actions qu'il détient. Pareil pour les personnes morales. Ça concerne les personnes qui détiennent directement au moins 10% du capital de la société. On a aussi un formulaire 2033J qui concerne la liste des filiales et participations qui ne posent pas de difficultés particulières. Tout ça nous amène au feuillet 2065 dans les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, dans lesquelles on va déterminer le bénéfice imposable. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contrôler l'entête. Donc dans l'entête, on a les dates d'exercice qui se reportent, le régime simplifié, l'identification de l'entreprise. La première année, il faut mettre l'activité, sinon ça se reporte d'une année sur l'autre. Dans les feuillets qu'on va mettre en ligne le 4 avril, la répartition entre le bénéfice, le bénéfice taxé à taux réduit et le bénéfice soumis au taux normal se fait automatiquement. Donc le bénéfice au taux normal, ce sera à 26,5%. Le taux réduit à 15%, ça concerne, pour mémoire, les sociétés qui font un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros, dont le capital est entièrement libéré et qui sont détenues directement ou indirectement par des personnes physiques. Donc ça exclut les filiales de groupes. Donc ça, c'est le point important. Les plus-values, on l'a vu dans les sociétés soumises à l'IS, c'est quand même assez rare. Par contre, vous devez cocher les cases correspondant aux abattements dont vous bénéficiez au titre des jeunes entreprises innovantes, zones franches, etc. Concernant les autres champs à renseigner, il faut passer en revue les différents champs pour voir si vous êtes si vous êtes concerné par des champs à renseigner. Par exemple, si vous êtes une SCI, que vous louez des immeubles achevés depuis plus de 15 ans et que vous n'êtes pas soumis à TVA, vous êtes soumis à la contribution sur les revenus locatifs. Et donc, il va falloir indiquer ici les montants de vos recettes. La dernière partie de ce formulaire reprend le logiciel de comptabilité utilisé et les professionnels comptables qui vous assistent, le cas échéant, dans l'établissement de votre déclaration. Sur le 2065 bis, on va retrouver un tableau H qui concerne les dividendes ou les produits des actions qui ont été payés. Vous devez reporter ici le montant des dividendes qui ont été payés par la société éventuellement et indiquer le montant également ici. Concernant les rémunérations nettes versées aux membres de certaines sociétés, donc ça concerne les associés gérants de SARL principalement, c'est également un tableau qui se pré-remplit à partir de la liasse précédente. Vous allez avoir en report le nom, le prénom, qualité, gérant, associé et adresse
des gens que vous avez déclarés l'année précédente. Et là, il va falloir indiquer le nombre de parts qu'ils détiennent, le montant de la rémunération dont ils ont bénéficié au cours de l'année, enfin, dans l'exercice, ainsi que les remboursements de frais. Je passe sur le reste, je pense que c'est vraiment des éléments à remplir en fonction de cas particuliers. Je ne sais pas si sur le 2065, Émilie, tu as des compléments à apporter. Non, juste que c'est bien Non. sur ce feuillet-là que la case ECF doit être cochée si nécessaire. Oui, donc dans la version qu'on va mettre en ligne, je pense qu'elle n'y est pas encore. Ah si, elle est en bas. Si, elle y est, oui, Examen de ok, oui. ouais, elle y est bien, ouais. Donc c'est ça à cocher. Voilà. Alors donc une fois que vous avez fait votre liasse, il y a des compléments peut-être à apporter en fonction de votre situation particulière. S'il vous manque des feuillets, il faut cliquer sur Gérer les feuillets. Quels sont les feuillets qu'il va falloir rajouter? Alors là, vous avez un petit tableau qui permet, lorsque vous bénéficiez du taux réduit d'IS, à donner la ventilation entre le taux soumis, le taux normal et le taux réduit. Donc c'est un petit tableau où vous saisissez simplement le montant du bénéfice global, le bénéfice dans la limite de 38 120 € et par différence apparaît le bénéfice au taux normal. Vous avez le relevé des frais généraux. Donc le relevé des frais généraux, pour mémoire, ça concerne les entreprises qui ont versé une rémunération qui dépasse 150 000 € aux 5 personnes les mieux rémunérées ou 50 000 € individuellement. Ça concerne les sociétés qui font plus de 3 000 € dans l'exercice de cadeaux ou plus de 6 100 € de frais de réception. Voilà, ça concerne les sociétés, puisque dans les entreprises individuelles, ces informations concernant les cadeaux et les frais de réception sont données dans le formulaire 2031. Vous avez également, très important, le 2069 RCI, qui va permettre de mentionner les crédits d'impôt dont vous bénéficiez le cas échéant. Voilà. Donc, une fois qu'on a coché les cases complémentaires, tous ces formulaires viennent s'ajouter à l'alias et vous pouvez les compléter. Donc là, vous avez le 2069 RCI avec tous les crédits d'impôt possibles et imaginables dont vous pouvez bénéficier. Émilie, est-ce que tu as un complément sur ces feuillets supplémentaires? Non, je pense que tu as bien tout expliqué. Merci, Émilie. Alors, une fois qu'on en est arrivé là et qu'on est prêt à transmettre l'alias fiscal, c'est très simple. Maconta.fr est partenaire EDI de l'administration fiscale, donc sans sortir du site, vous cliquez sur EDI. J'avais saisi un OGA, donc je vais peut-être l'enlever pour ma démonstration. Donc, c'est dans mon dossier fiscal. Donc, en règle générale, c'est relativement rare qu'il y ait un OGA sur les sociétés commerciales, mais c'est possible. Donc, je vais... Alors, comment on fait pour l'enlever? Tu peux passer sur non la question du dessus, adhérent Ah oui, d'un c'est vrai, organisme oui, de gestion. Ok, merci Émilie. Donc, dans ma liasse fiscale, alors pour la démonstration, je vais recalculer ma liasse. Bon, bien sûr, là, on est arrivé à la fin normalement, mais c'est pour vous montrer la partie transmission EDI. Voilà, on arrive dans un tableau de télétransmission. Je clique sur démarrer la télétransmission. Bien sûr, il va me détecter tout un tas d'anomalies, notamment concernant le capital que je n'ai pas renseigné. Mais l'idée, vous l'avez comprise, c'est que l'alias est transmis, est traduite au format EDI immédiatement. Elle est déposée par maconta.fr sur les serveurs de la DGFIP et vous avez une réponse dans un délai maximum de 72 heures. Mais en règle générale, vous avez une réponse le jour ouvré suivant. Ça va très vite. Donc voilà, il faut bien vérifier que vous recevez, que vous avez reçu votre compte-rendu, sinon il faut contacter l'assistance et analyser le compte-rendu pour vérifier s'il n'y a pas une anomalie, si votre fichier a bien été accepté par l'administration fiscale. Émilie, là-dessus, est-ce que tu as des compléments à nous donner?
On a quelques types de rejets de l'IAS qui sont fréquents sur 3 typologies d'erreurs. Donc, dans le premier, ça peut être le code ROF, comme on l'a vu au début du webinaire, qu'il faudra modifier si changement il y a eu. Il peut y avoir également une erreur de formulaire, donc dans le choix de l'alias fiscal lorsque vous la créez. Si vous vous trompez de régime, par exemple, entre impôt société ou impôt sur les revenus, l'alias va revenir en statut rejeté. Et la troisième erreur, ça peut être une erreur de période. Donc, lorsque vous créez votre alias, vous déterminez la période donc, de date. Et il peut y avoir des erreurs et un rejet de l'administration fiscale. Donc là, pour éviter ce type d'erreur, la consigne, c'est quoi? C'est de bien regarder quand on choisit les dates d'exercice pour la première année, ce qui a été déclaré sur les formulaires d'immatriculation, en fait. C'est ça. Et si jamais il y a un rejet, ne pas hésiter à contacter son administration fiscale parce qu'il peut y avoir un délai d'1 jour entre ce qui est sur le document et ce qui a été enregistré auprès de l'administration fiscale. Donc, ne pas hésiter à les contacter. D'accord. Alors, je vais revenir à la liste des déclarations. Là, on a fait notre LIAS 2021, impôt sur les sociétés. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez besoin de créer d'autres déclarations, ça se passe ici. Ce qui est à faire dans tous les cas avec l'alias 2021, c'est la déclaration des loyers. Donc, c'est une déclaration qui se passe en 2 temps. Vous créez le formulaire. Maconta.fr, avec le formulaire que vous avez rempli, envoie une requête à l'administration fiscale. Et l'administration fiscale renvoie la liste des immeubles, des locaux, pardon, que vous détenez ou dont vous êtes locataire. Et donc là, pour ces locaux, il va falloir renseigner le montant des loyers prévus pour l'année 2022 et renvoyer cette déclaration. Donc ça, c'est une déclaration obligatoire, la décloyer, à faire en même temps que l'alias fiscal, ne l'oubliez pas. Et pour ceux qui sont assujettis à la CVAE et qui ont plus d'un établissement, il faut également faire la déclaration 1330 CVAE. Petite précision, si vous devez recalculer, renvoyer votre liasse parce qu'elle a été rejetée, ce n'est pas la peine de créer à chaque fois une nouvelle liasse. Hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous rentrez dans votre liasse, vous la recalculez et ça suffit pour la clarté du tableau et de la liste. Il ne faut pas qu'il y ait 36 000 liasses fiscales pour les mêmes périodes, pour le même impôt. Et pour précision, pardon Sylvain, si jamais votre liasse a déjà été envoyée et que vous devez la renvoyer, cliquez sur l'icône cadenas qui apparaîtra à côté de l'icône poubelle à l'écran pour vous permettre de la déverrouiller, de la modifier et de la renvoyer, puisque le dernier renvoi écrase les précédents. Alors, on va faire un petit détour avant de conclure par l'entreprise individuelle, hein, puisqu'on a également beaucoup de clients en entreprise individuelle. Je vais modifier ma liasse pour préciser que j'ai un OGA qui contrôle mon dossier. Voilà, j'en prends un au hasard. Et donc, je vais aller créer ma liasse. Bon, alors, je vais supprimer ma liasse IS. Je vais créer une liasse impôt sur le revenu pour la même période. Ma liasse se calcule. Alors, je retrouve les mêmes tableaux que pour ma liasse impôt sur les sociétés, sauf que la déclaration du bénéfice du revenu se fait dans le feuillet 2031. Dans le feuillet 2031, il faut compléter ou contrôler ce qui est pré-rempli. Par définition, là, je suis au régime simplifié. Si vous avez opté pour la comptabilité super simplifiée, je vous le rappelle, pour vous dispenser de certaines écritures de régularisation en fin d'année, il faut cocher cette case. Si vous êtes relevé de droit de la franchise de TVA, mais que vous avez opté pour l'assujettissement à la TVA, il faut cocher cette case. Bien compléter ou contrôler le feuillet d'identification. Et donc là, on a le bénéfice qui se reporte du feuillet 2033B. Le cadre 2 ici permet de déduire du résultat du bénéfice des produits financiers, hein, puisque vous savez que les produits financiers
dans le calcul de l'impôt sur le revenu sont taxés ou sont déterminés d'après les règles des revenus de capitaux mobiliers. Donc si dans votre comptabilité, vous avez comptabilisé des produits financiers, il faut les déduire. Il faut les déduire et les déclarer au niveau de la déclaration d'ensemble des revenus dans la 2042C. Et donc, voilà. Et donc le bénéfice imposable, 38 860 ici, je vais le reporter. Normalement, il sera pré-rempli dans ma déclaration de revenus et servira au calcul de l'impôt sur le revenu. Je passe rapidement. Ici, si vous avez réalisé des plus-values taxables, des plus-values à long terme, il faut renseigner ici le montant de la plus-value. Qui bénéficiera du taux réduit plutôt que le barème de l'impôt sur le revenu. Et dans le formulaire 2033B, dans les déductions, déduire cette plus-value du bénéfice courant. Comme pour les sociétés IS, on retrouve les possibilités d'exonération du bénéfice, les montants d'exonération du bénéfice à renseigner. Concernant les loueurs en meublé non professionnels, ici on a la détermination du bénéfice non professionnel. On remplit sur le feuillet 2031 bis le montant des bénéfices ou déficits non professionnels qui vont venir nourrir le cadre bénéfice non professionnel du 2031. Sur la deuxième page du 2031, donc, on va retrouver les organismes, les conseils qui participent au contrôle de la comptabilité des déclarations fiscales. Sur le 2031 bis, on va retrouver ici un tableau qui va permettre de répartir le bénéfice dans les sociétés de personnes type SNC, puisque pour ces sociétés, chaque associé va être taxé à l'impôt sur le revenu sur sa quote-part dans le bénéfice. Donc, la première partie du tableau concerne les personnes morales associées. La deuxième partie du tableau concerne les personnes physiques. Donc là, ça se reporte de l'année précédente. Donc, on mentionne le nom, le prénom, l'état civil des personnes et la quote-part de bénéfice, de déficit ou de plus-value. Et comme je le disais, je termine. Le relevé des frais généraux, on indique ici les cadeaux ou frais de réception qui dépassent les seuils et qu'on doit déclarer pour les entreprises individuelles. Ainsi que le cadre G où on a un report des salaires mentionnés dans la DSN et des renseignements divers. À toi, Émilie. Pardon, c'était sur les associés physiques. Pensez bien à notifier le numéro fiscal et le numéro de département de naissance. Il y a souvent des rejets partiels de ce feuillet à cause de ces données-là. Voilà, donc c'est dans les colonnes du milieu. Ces données sont obligatoires pour l'administration fiscale. Très bien. Quand vous avez terminé votre liasse impôt sur le revenu, une petite particularité par rapport aux sociétés IS qui est liée à la présence ou pas d'un OGA, c'est que si vous êtes adhérent d'un OGA, la transmission de votre liasse fiscale à l'administration fiscale peut se faire soit par le biais de maconta.fr, soit par le biais de votre OGA. Donc, si vous choisissez maconta.fr et que vous cliquez ici sur Télétransmettre, votre liasse fiscale sera déposée sur les serveurs de la DGFiP et votre OGA recevra une copie de votre liasse fiscale, de la balance comptable et des tableaux OG dont j'ai oublié de parler juste avant, mais je vais faire un petit retour en arrière. Donc, soit vous choisissez une transmission directe de votre liasse fiscale aux impôts, c'est vous qui allez recevoir le compte-rendu et votre OGA va recevoir une copie de votre déclaration. Soit, et c'est en général votre OGA qui vous donne la consigne, ce qu'il préfère pour l'envoi, soit votre OGA a son propre partenaire EDI, et dans ce cas-là, il vous indique qui est le partenaire EDI, et donc il va falloir le choisir dans cette liste, et là vous allez pouvoir télécharger un fichier que vous pourrez déposer sur l'extranet de votre OGA, qui leur permettra de récupérer toutes les données
et de télétransmettre votre liasse fiscale. Alors évidemment, quand vous avez un OGA et que vous devez le renvoyer, lui envoyer votre liasse fiscale, il faut remplir les tableaux OG auparavant. Donc les tableaux OG se créent ici, donc sur la base d'une déclaration d'une liasse fiscale. Donc ce sont des tableaux dans lesquels il y a pas mal d'informations de détail à renseigner, des tableaux qui sont partiellement renseignés à partir de la liasse fiscale et de la comptabilité. Donc il faut bien les renseigner pour éviter que votre OGA ne vous pose des questions, des questions supplémentaires. Bien renseigner les tableaux OG et votre OGA recevra ces tableaux OG en même temps que votre liasse fiscale. Voilà, on a un petit peu débordé, on a débordé d'1 quart d'heure. C'est assez copieux, la liasse réelle simplifiée en une demi-heure. J'espère que ça a répondu à certaines des questions que vous posiez. Et puis je te repasse la main, Henri, pour conclure ce webinaire. Merci Sylvain, merci Émilie du coup pour cette présentation. Donc pour conclure sur le webinaire, donc, je voudrais préciser quelques points au niveau de l'assistance de maconta.fr. Voilà, sachez que vous n'êtes pas seul dans l'utilisation de nos outils et qu'on propose un certain nombre de FAQ et de vidéos qui sont disponibles donc, sur votre espace maconta.fr pour pouvoir vous accompagner dans l'utilisation de vos outils. Nous avons également plusieurs guides pratiques qui sont pour le coup disponibles sur notre site vitrine, qui sont des guides PDF qui sont téléchargeables et qui sont déclinés par forme juridique et qui sont des vrais modes d'emploi donc pour l'utilisation de maconta.fr. Et enfin, donc l'assistance par mail et par téléphone est comprise dans votre forfait quand vous êtes abonné à maconta.fr et nous nous engageons à vous répondre dans la demi-journée. Et enfin, donc pour conclure sur ce webinaire, tout d'abord, donc on tenait à vous remercier d'avoir participé et être aussi nombreux pour ce nouveau rendez-vous. Sachez qu'il y aura un prochain webinaire qui aura lieu donc le mardi 29 mars, donc la semaine prochaine, pour la liasse fiscale des professionnels libéraux. Et enfin, nous organisons aussi un autre webinaire sur la liasse fiscale des SCI soumis à l'impôt sur le revenu courant avril. Donc on ne manquera pas de vous avertir de la date de ce prochain webinaire. Et enfin, si vous souhaitez revoir certains passages de ce webinaire, sachez qu'il y aura une rediffusion qui sera disponible donc, sous peu sur notre chaîne YouTube et elle sera également envoyée par email. Voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne découverte si vous êtes toujours en essai chez maconta.fr et une bonne continuation, en tout cas si vous êtes abonné chez Maconta. Merci Henri. Merci à Au vous. revoir à tous, bonne journée. Merci.